Dans un autre monde, un type aux cheveux courts tombait à très grande vitesse comme un météore tombant du ciel, et il n'aurait jamais pensé que lui, un petit rédacteur en chef de magazine littéraire et historique, deviendrait un transmigrant. Il tomba du ciel vers une zone habitée qui ressemblait à une ancienne demeure. Au fur et à mesure de sa transmigration, ses cheveux sont devenus longs et il portait désormais des vêtements traditionnels. Non seulement il est devenu un transmigrant, mais il a même reçu une trichope pour démarrer. Il a acquis la compétence invincible après la mort, ce qui signifie que s'il était tué, il héritait de tous les pouvoirs stockés dans le système et devenait instantanément un empereur du supérieur domaine, mais l'automutilation ou le suicide ne compte pas. Il a commencé à s'imaginer assis sur le trône de l'empereur, où de nombreuses personnes s'inclinent devant lui, et il bavait. Comme il a dit que tant qu'il se ferait tuer, il deviendrait un empereur céleste. Soudain, quelqu'un lui donna un coup sur l'épaule pour attirer son attention. Ce qui l'a surpris. La personne lui a demandé pourquoi il restait là parce qu'il devait y aller. La personne s'est inclinée devant lui et l'a appelé seigneurier, lui rappelant l'extrême importance. Réunion impériale. En tant que porteur officiel du sceau, il ne doit pas être en retard. Il a nonchalamment donné personne une réponse affirmative, mais dans son esprit, il se souvenait simplement que dans le monde vers lequel il a transmigré, il était le fonctionnaire chargé de garder les biens de l'empereur. Sceau de jade, il l'a appris après avoir hérité des souvenirs du propriétaire initial du corps. Les deux arrivèrent au palais impérial du Grand Zhou. Décrivant l'image de ceux qui semblaient être des fonctionnaires de haut rang, il a expliqué que le monde dans lequel il se trouvait actuellement était semblable à l'ère des États en guerre du printemps, et les périodes d'automne de son monde précédent, où la terre était divisée en 9 provinces, gouvernées par l'empereur. Pour apaiser les ducs, 6 provinces leur furent accordées. Cela s'est produit parce que plusieurs générations d'empereurs incompétents ont laissé le pouvoir sortir des mains de la famille royale. Tout en dressant l'image d'un très jeune empereur, il a déclaré qu'à l'heure actuelle, le destin de l'Empire s'est déjà dissipé sans aucun moyen de le récupérer. Tout en décrivant les 6 ducs et la secte immortelle d'une manière maléfique, il a déclaré que même si l'empereur impérial, le palais était en déclin, les 6 ducs en profitèrent pour accroître leur influence, et ils étaient chacun soutenus par une secte immortelle, leur permettant en outre de mépriser le pouvoir de l'empereur. Alors que l'empereur était assis devant son public pour la réunion impériale, il déclara que, selon au souvenir du propriétaire original du corps qu'il habitait, la secte de l'Ascension a prévu faire équipe avec les 6 ducs pour forcer l'empereur à abdiquer une autre province. Le représentant de la secte de l'Ascension, Perfectid et Yuani, s'inclina devant l'empereur et s'est présenté comme un représentant de la secte de l'Ascension. Il a proposé la famille Li pour duché. En échange, la secte de l'Ascension protégerait la grande dynastie Zhou pendant 10 000 ans. En réponse, l'empereur Zhou, Jimingyue, lui demanda ce qui se passerait si le tribunal n'était pas d'accord. Et Yuani a regardé Jimingyue et lui a demandé s'il ne voulait pas. Bien que la sueur coulait sur le visage de Jimingyue, il s'est endurci et a dit à Yuani. Bien que la famille Li ait eu quelques réalisations, elles n'étaient pas suffisantes pour justifier le titre de duché. Si les titres de duc étaient attribués au hasard, les ministres et le peuple ne seraient pas d'accord. Toujours en train de regarder Jimingyue d'un œil poignard, et Yuani l'a interrogé sur les ministres et les gens. Puis il fit un geste avec ses mains et dit qu'il les sectes immortelles représentaient le peuple et les ministres. Les ministres se sont inclinés à l'unisson et a dit à Jimingyue que la famille Li avait obtenu des mérites remarquables. Ils n'eurent donc aucune objection et lui demandèrent de leur conférer le titre de duc. Pendant ce temps, derrière les ministres, l'ordier observait depuis les coulisses. Il intérieurement soupira et pensa qu'être empereur n'était pas une tâche facile. Puis il se demanda s'il y avait vraiment personne du côté de l'empereur à la cour. Son compagnon lui répondit et l'informa que l'empereur n'avait qu'un seul assistant de confiance, Liu Shen, mais il se rendait malade lorsque l'empereur avait besoin de lui. De plus, son compagnon ajouta même une remarque selon laquelle il gaspillait la confiance de l'empereur. Puis son compagnon en ajouta plus, disant que sans l'envoûtement de Liu Shen, l'empereur n'aurait pas passé la plupart de son temps à jouer. « Seigneur, vous avez accepté. » Et dans ses pensées, il claqua la langue et pensa que si c'était lui, il n'oserait pas être trop bon dans son travail car il serait le premier à être éliminé par ces rebelles. De retour à la réunion, Jimingyue ouvrit un parchemin et déclara que depuis Yuani, prétendant représenter le peuple, il l'a confronté au sujet des rapports des civils. Jimingyue était enragé et il a claqué ses mains sur la table, avec le parchemin ouvert, et a déclaré qu'il s'agissait tout de dossiers d'abus et d'exploitation que la famille y avait subis. Engagé, il se demandait comment de telles personnes pouvaient mériter de se voir conférer un duché. Le compagnon de l'ordier a salué la décision de Jimingyue, et il a été plongé dans la réunion. J'essayais de voir ce que l'opposition avait à dire. Mais l'ordier secoua la tête car il savait que raisonner avec ceux qui sont au pouvoir était inutile. Puis, tandis qu'il mettait ses mains sous son menton,
Lord Ye a réalisé que c'était l'occasion idéale de mourir. Et depuis, s'il était en train de mourir de toute façon, autant jouer le rôle d'un ministre loyal et mourir avec honneur. Le duc de Wei, Cao Meng, s'avança et dégaina son épée avec une aura inquiétante. Le feu est apparu dans la cour alors que Cao Meng coupait la table avec son épée imprégnée de feu de vent. De Jimingyue, ce qui l'a effrayé. Avec un sourire diabolique, Cao Meng a dit. C'était dommage, mais il semblait que les rapports avaient été perdus dans un accident. La sueur coulait sur le visage de Jimingyue alors qu'il ne pouvait pas y croire. L'audace de Cao Meng de détruire les rapports. Cao Meng a ensuite fait un spectacle et s'est incliné devant Jimingyue, lui demandant poliment de conférer le titre, ce que toute la cour a suivi. Jimingyue a été extrêmement horrifié lorsque Cao Meng a baissé la tête et lui a tendu un parchemin, disant qu'ils avaient déjà préparé le décret impérial. Avec un sourire sinistre, il regarda de côté et demanda où était le porteur de sceau. Se demandant pourquoi il ne donnait pas rapidement le sceau à Jimingyue afin qu'il puisse tamponner le décret. Derrière les ministres, Lord Ye les a traités de rebelles à plein poumon et a déclaré qu'il ne leur remettait jamais le sceau de jade. Il était furieux et les a appelés. Pour avoir osé se rebeller contre Jimingyue, les ministres lui cédèrent la place tandis qu'il montrait. Il les a réprimandés pour avoir osé défier Jimingyue et le forcer à conférer un titre. Il les a également interrogés sur la manière dont ils pouvaient oser se qualifier de ministre de la dynastie Zhou. Jimingyue parut surpris tandis que Lord Ye continuait de pointer du doigt les ministres et de les réprimander. Visage, tandis que son compagnon avait l'air horrifié et commentait que Lord Ye était si féroce. Jimingyue a regardé la scène avec admiration et, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il s'est avéré que son siège était toujours occupé. Quelqu'un à ses côtés, les larmes lui remplirent les yeux. Soudain, un vieil homme a crié et l'a appelé impudent, et il se dirigea vers Lord Ye. C'était le ministre des Finances, Zhengaoran. Et il a crié au seigneur Ye pour avoir osé dire des bêtises dans le discours impérial. Tribunal alors qu'il n'était qu'un fonctionnaire subalterne. Seigneur Ye lui a demandé qui il était et il l'a présenté. Lui-même en tant que ministre des Finances, Zhengaoran. Seigneur Ye avait l'air mécontent alors qu'il désignait Zheng Aoran, se demandant quel genre de ministre des Finances il était. Il a dit qu'il devait être un érudit bien élevé, mais il était dommage que tous les livres qu'il avait lus aient disparu. A gaspillé dans son cerveau de chien pourri. Zhengaoran a été tellement choqué par Seigneur. Vous avez fait des insultes directes auxquelles il n'a rien pu répondre immédiatement. Et alors qu'il était sur le point de répliquer, Lord Ye l'a interrompu et est devenu plus agressif. Apparaissant comme un géant enragé enveloppé d'une aura menaçante. Il a continué à pointer du doigt. Lui alors qu'il se demandait ce qu'il faisait, joignant la main à ses racailles traîtres pour faire pression. Jimingyue lorsqu'il était ministre du Grand Zhou. Lord Ye a dit qu'il n'était qu'un chien parasite. Un animal sans cervelle et un déchet humain. Cependant, il a repris ses paroles et a dit que le traité de déchets était une insulte à tous les déchets. Il a ensuite continué à le gronder et a dit que des gens comme lui ne valaient pas la peine de parler, lui disant de rester dans un coin où il ne le ferait pas. Infecter les autres avec son idiotie. Cela a fait que Zhengaoran se sentait petit et le rendait sans voix. Zhengaoran a été si durement touché par les insultes de Lord Ye qu'il a commencé à cracher du sang. Ce qui a surpris un autre membre du tribunal. Alors que deux membres du tribunal arrêtaient Zhengaoran, qui avait perdu connaissance tout en continuant à gicler du sang, Lord Ye laissa échapper un profond respira et s'inclina, déclarant qu'il avait fini et appelant son prochain challenger. Soudain, quelqu'un sortit une épée à côté de lui et attira son attention. C'était Cao Meng, et alors qu'il dégainait son épée, avec un sourire diabolique et un air inquiétant. Aura l'enveloppant, il a demandé à Lord Ye s'il pensait vraiment qu'il n'oserait pas pour le tuer à la cour impériale. Imperturbable et semblant plus extatique. Lord Ye a claqué sa langue et a interrogé Cao Meng pour avoir réellement introduit une épée dans le cour impériale, l'accusant de vouloir tuer Jimingyue et voler le trône. Lord Ye s'est alors tenu devant Jimingyue et a défié Cao Meng de s'avancer, ce qui a surpris Jimingyue. Jimingyue regardait Lord Ye avec admiration. Alors qu'il se tenait là, se pointant avec confiance du pouce et déclarant que si Cao Meng voulait tuer Jimingyue, il devrait enjamber son cadavre froid et mort. Chapitre 2 Seigneur Ye se tenait près de Jimingyue. Prône et déclara que s'il voulait lui faire du mal, il devait d'abord marcher sur son cadavre. Certains membres de la cour ont été surpris car ils ne pensaient pas qu'il existait une telle vertu. Personne dans leur génération d'érudits. Ils le considéraient comme un modèle pour les savants, avec lequel ils ne pouvaient pas du tout se comparer, et cela leur faisait honte d'eux-mêmes. Jimingyue était assis là, la surprise inscrite sur son visage, car il ne pouvait pas croire que dans le 1000 ans d'histoire, son grand Zhou avait enfin un sujet fidèle qui n'avait pas peur de mourir. Jimingyue avait alors l'air déprimé en baissant les yeux et pensa que même s'il avait fait de son mieux pour faire profil bas depuis qu'il est monté sur le trône, il ne doit pas laisser mourir un sujet fidèle à cause de lui. Il se sentait en conflit car il savait qu'il devait protéger Seigneur Ye, mais il ne savait pas comment il ferait cela sans révéler toutes ses cartes.
Cao Meng s'est enveloppé d'une aura avec son épée. Qu'il a pointé vers l'ordier en lui demandant s'il pensait vraiment qu'il n'oserait pas. Avec un sourire confiant sur son visage, l'ordier regarda directement la lame. C'était juste sous ses yeux et il a dit à Cao Meng de continuer. Voyant la réaction de l'ordier, Cao Meng hésitait maintenant. Alors qu'il se tenait là, pointant son épée, englouti dans son aura, vers l'ordier. Il se demandait d'où il venait parce qu'il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Cao Meng a baissé son épée et s'est retrouvé face à face avec l'ordier. Lui demandant s'il n'avait vraiment pas peur et lui disant que s'il le faisait par honneur, il garantirait que personne ne se souviendrait de son nom après avoir décédé. Mais l'ordier est resté imperturbable, regardant Cao Meng dans les yeux. L'ordier a fait un pas en avant et Cao Meng a fait un pas sur le côté alors qu'il tendait les bras et disait qu'il était peut-être anonyme. Mais avec les montagnes et les rivières comme témoins, il laissera une trace dans l'histoire. Devant le tribunal, ses propos ont résonné. Il atteignit même la cour impériale et le grand palais de Zhou, se dirigeant vers le monument d'un vieil homme qui brillait au moment où ses paroles l'atteignaient. Les gens dans les rues ont également entendu ces paroles et se sont demandé quelle était cette voix qu'ils étaient. Audience. Même un professeur qui enseignait dans sa classe l'a entendu et a attiré son attention. Les élèves de la classe ont commencé à briller comme le monument, et ils ont regardé leurs bras. Surpris que la voix soit réellement capable de raisonner avec les sages d'autrefois. De retour à la cour impériale, l'un des ministres expliquait comment l'école du confucianisme avait été réprimée par les sectes immortelles pendant si longtemps que cela faisait des siècles qu'ils n'avaient pas entendu parler de lui. Des paroles si vertueuses. Un autre ministre s'est exclamé que c'était un événement qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Et un autre fonctionnaire a ajouté qu'à l'époque de ses ancêtres, il y avait beaucoup de grands érudits confucéens, et c'étaient tous des personnages puissants qui étaient capables de dicter la vie et la mort des autres en utilisant uniquement un stylo et du papier. Alors que l'ordier se tenait fièrement devant eux, ils dirent que même s'il n'était qu'un subalterne officiel, il avait le courage et une grande valeur, et il accomplirait certainement de grandes choses. À l'avenir, il était rare que l'école du confucianisme produise un tel talent. Pendant ce temps, la sueur coulait sur le visage de He Yuanyi alors qu'il regardait anxieusement les fonctionnaires. Et il maudit Seigneur dans sa tête, sachant que l'ouverture sa bouche raviverait le qui érudit dans le groupe de fonctionnaires mauvais payeurs. Pendant ce temps, l'ordier se tenait devant Cao Meng et le regardait avec anticipation. Tandis que dans ses pensées, il a dit à Cao Meng de ne pas rester la médaillée de l'avant et de le tuer. Mais il fut extrêmement confus et surpris lorsque Cao Meng fit irruption. Rire, le félicitant pour ses paroles bien dites. Il fut encore plus surpris lorsque Cao Meng mit son l'épée dans son fourreau et dit que son épée ne tuait pas les héros. Mais la surprise ne s'arrêta pas là, car l'ordier fut encore une fois surpris lorsque Cao Meng leva le poing et lui dit que le déclin du grand Zhou était irréversible. Donc Seigneur, vous ne devriez pas vous laisser aller à cela. Cao Meng a alors proposé que s'il venait avec au royaume de Wei, il lui accorderait un poste parmi ses plus hauts fonctionnaires. Voyant ce que Cao Meng avait fait, Jimingyue serra les dents et la sueur coula sur son visage alors qu'il était anxieux. Les regardait, jurant dans sa tête. Il pensait que Cao Meng ne le considérait vraiment pas en haute estime. Du tout, puisqu'il a osé braconner son peuple juste devant lui. Cependant, il a admis que c'était. Il est également vrai qu'avec la situation actuelle du Grand Zhou, il ne pouvait rien donner du tout à Seigneur Ye. Tandis que Jimingyue regardait Seigneur Ye avec envie, le suppliant de ne pas plonger dans ses pensées. L'ordier regarda Cao Meng avec répulsion. Il a giclé du sang et juré, se demandant si Cao Meng était malade à la tête parce qu'il s'attendait à ce que ce soit le moment où il se mettrait le plus en colère et le tuerait. Mais il s'est arrêté. Poursuivant son acte, l'ordier désigna Cao Meng, qui fut surpris. Et a dit qu'il préférait mourir plutôt que de trahir la grande dynastie Zhou. Avec un sourire confiant sur le visage, Cao Meng fit un geste de la main vers Jimingyue, qui a été surpris et a demandé à l'ordier pourquoi il ferait une telle chose et s'est demandé si la marionnette lâche et incompétente de l'empereur serait meilleure que lui. En réponse, Seigneur Ye s'est incliné devant Jimingyue et a dit qu'il était né pauvre et qu'il ne pouvait qu'entrer la cour à cause de la grâce de l'empereur. Il ferma les yeux et dit solennellement que c'était une dette de gratitude qu'il rembourserait, même au prix de sa vie. Jimingyue ne pouvait contenir sa joie alors qu'il se levait de son trône et félicitait l'ordier pour ses paroles bien prononcées, tout en pensant que Ye King, le nom complet de l'ordier, était prêt à mourir pour lui, même s'il n'avait jamais entendu parler de son nom auparavant. Ce jour-là, mais alors qu'il regardait Ye King, qui était entouré par l'opposition, l'expression de Jimingyue s'est rapidement transformée en inquiétude, et il a pensé que puisque Ye King était prêt à mourir pour lui, il ne le laisserait pas se blesser même s'il devait révéler ses atouts ce jour-là. Cependant, Ye King a été surpris lorsque Cao Meng lui a tourné le dos, les bras croisés. Et tout en louant ses paroles bien dites, annonça qu'il était un peu fatigué à ce moment et ne participerait plus aux affaires de la journée.
Alors que Cao Meng s'éloignait, Ye King le regarda perplexe, et dans sa tête, il se demanda pourquoi Cao Meng s'enfuyait et pensait qu'il avait vraiment un problème avec sa tête. Comme il se comportait déjà de manière arrogante, il le félicitait au lieu de le battre. Tandis que Yuan Yi s'approchait ensuite de Ye King et se demandait comment un simple comme lui, il pouvait parler à la cour impériale, il lui dit qu'il était courtisé la mort. Ye King n'a rien dit, mais il était d'accord avec lui dans son esprit. Et alors qu'il réfléchissait à son prochain mouvement, il le pressa d'aller de l'avant et de le tuer. Et Yuan Yi a fouetté son Fuchen et a averti Ye King qu'il ne lui donnerait que 3 secondes. Remettre le seau de jade, sinon, il le laisserait sans cadavre intact. Les yeux de Ye King s'écarquillèrent de surprise alors que le Fuchen lui a écorché les joues et les a blessés, faisant couler du sang. Pendant ce temps, le compagnon de Ye King le regardait avec inquiétude et pensait que c'était fini. Parce que Ye King ne pouvait pas se battre avec un pratiquant de la secte immortelle. Ji Mingyue s'avança et avertit Yuan Yi de ne pas oser blesser Ye King. Mais malgré le sang qui coule sur sa joue, Ye King était imperturbable et hilari, se moquant de Yuan Yi pour l'avoir menacé. Et Yuan Yi fut surpris lorsque King fit un pas en avant, se pencha et combla l'écart entre eux tout en le regardant. Il lui dit que la secte immortelle était sans cœur parce qu'il traitait la vie des mortels comme rien d'autre que de l'herbe sur laquelle marcher. Et Yuan Yi fut surpris lorsque King parvint à s'imposer et à le dominer. Ye King a déclaré que si les immortels ne mouraient pas, le continent tout entier le ferait périr. Il a proclamé que les sectes immortelles étaient le fléau de leur monde. Les fonctionnaires ont commencé à discuter entre eux. Et ils ont convenu que Ye King avait raison. Ils ont souligné qu'il n'était pas seulement juste et loyaux mais avait aussi une langue acérée, qui leur a ouvert les yeux ce jour-là. Il a même ajouté que si c'était à l'époque de leurs ancêtres, Ye King serait devenu un autre grand érudit confucianiste. C'était juste dommage qu'il soit né à la mauvaise époque. Les yeux de Yuan Yi brillèrent, semblant menaçants alors qu'il traitait Ye King d'impudent. Il serra le sien. Point à mi-chemin, ses doigts formant une forme de griffe, libérant une aura verte semblable à un éclair. Il chargea Ye King, ses yeux toujours brillants d'un air menaçant. Il lui a dit de mourir alors qu'il se préparait à le frapper avec sa main imprégnée d'aura. Ye King regarda avec attente et Yuan Yi, qui le chargeait. Et il était heureux que cela soit enfin arrivé, il allait enfin mourir. L'aura de Yuan Yi était partout, et alors que ses mains étaient sur le point d'atteindre le visage de Ye King. Ye King se tenait là, imperturbable, prêt à affronter l'attaque de Yuan Yi de front. Chapitre 3. L'attaque de Yuan Yi fit un bourdonnement en entrant en collision avec une aura dorée qui semblait protéger Ye King. La sphère dorée qui protégeait Ye King détournait toute l'aura de Yuan Yi, créant une énorme vague d'aura envers les officiels, les submergeant. Ye King et Yuan Yi furent tous deux surpris de voir l'aura dorée qui protégeait Ye King, tenant un calice doré dans sa main avec un orbe d'aura doré brillant à l'intérieur. Ji Mingyue est intervenu et a traité Yuan Yi d'impudent pour avoir osé essayer de nuire à son sujet en sa présence. Les fonctionnaires ont été choqués de voir que Ji Mingyue tenait l'artefact impérial que l'ancêtre du grand Zhou avait laissé derrière lui. Alors que l'aura dorée à l'intérieur du calice s'effondrait et était soufflée par le vent, Ji Mingyue pensa que c'était dommage que le ki laissé par l'ancêtre se soit déjà dissipé au fil des milliers d'années. Pendant ce temps, les yeux de Ye King étaient toujours fixés sur le point d'attaque de Yuan Yi tandis que les fonctionnaires a commenté derrière lui comme Ji Mingyue avait réellement utilisé un outil de sauvetage unique. Artefact sur lui, quelqu'un qui n'était pas un nom. Ji Mingyue descendit rapidement les escaliers alors que, dès que l'orbe doré s'est dissous dans l'air, ce qui a surpris Yuan Yi. La frustration déconcertée était évidente sur le visage de Ye King lorsque Ji Mingyue se tenait soudainement devant de lui et a déclaré qu'à partir de ce jour, lui et Ye King ne faisaient qu'un, et si Yuan Yi voulait pour tuer Ye King, il doit d'abord le tuer. Le compagnon de Ye King pleurait, et il était tellement touché qu'il tremblait pendant qu'il essuyait ses larmes et disait que la scène de Ji Mingyue vivre et mourir avec son sujet était tellement touchant. La bouche de Ye King était grande ouverte de surprise alors que il jura dans sa tête et pensa que même l'empereur avait mal à la tête. Imaginant la scène de lui-même se moquant de Yuan Yi pour le tuer pendant que Ji Mingyue se tenait derrière lui pour sauver, c'est-à-dire le saboter, a fait palpiter la tête de Ye King, l'amenant à placer ses mains sur les siennes. Tête et réfléchissait à la façon dont il était là pour essayer d'aider, mais Ji Mingyue a plutôt ruiné ses plans. Ye King a essayé de raisonner Ji Mingyue, mais il n'a pas pu dire un mot alors que Ji Mingyue intervenait devant lui, lui tendant les deux bras, déterminé à le protéger, et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne laisserait personne lui faire du mal. En entendant les paroles de Ji Mingyue, Ye King ne put s'empêcher de gicler du sang et son visage se tordit de douleur. Avec Ji Mingyue toujours debout devant lui, l'âme de Ye King a quitté son corps. Car ses plans étaient déjà ruinés quand Yuan Yi a dit qu'il pouvait épargner sa vie. À cause de Ji Mingyue, mais à condition que Ji Mingyue confère le titre de duc.
sur la famille Li et demandait à Ye King de s'agenouiller devant leur secte pendant 7 jours. Et Yuan Yi leur tourna le dos et s'éloigna, menaçant Ji Mingyue que s'il ne le faisait pas respecter leurs conditions et a insisté pour protéger Ye King, alors ce serait dommage si quelque chose arrivait. Cela a mis Ji Mingyue en colère et l'a poussé à s'en prendre à Yuan Yi. Mais Ji Mingyue était si maladroit qu'il a raté une étape. Ji Mingyue a paniqué en perdant l'équilibre, tandis que Ye King, qui était derrière lui, ne savait pas ce qui se passait, alors il l'a appelé avec inquiétude. Ji Mingyue ferma les yeux et il était prêt à tomber au sol. Mais il est tombé dans les bras de Ye King. Ji Mingyue avait l'air si délicat alors qu'il rougit et leva les yeux vers Ye King. Et pendant que Ye King lui demandait s'il allait bien, il pensait que Ji Mingyue était un peu trop mignon, mais il n'a pas pu finir ses pensées. L'esprit de Ye King est devenu vide et il a rougi tandis que leur environnement scintillait, tandis que Ji Mingyue rougissait également en levant ses mains contre sa poitrine et en s'appuyant contre les bras de Ye King. La prise de conscience soudaine frappa Ye King, et elle s'éloigna rapidement de Ji Mingyue, avec une expression choquée, tandis que Ji Mingyue restait là, désemparé. La morve coula sur le nez de Ye King et son visage se remplit de terreur alors qu'il pensait que Ji Mingyue était une nuisance, mais c'était une bonne chose qu'il ait laissé échapper qu'il était une nuisance. Tandis que Ji Mingyue regardait avec inquiétude par-dessus ses épaules. Ye King regarda ses mains à moitié serrées et son expression était remplie de dégoût. Alors qu'il se demandait si c'était le passe-temps secret du propriétaire original du corps. Le visage de Ye King se tordit d'anxiété et il transpirait abondamment alors qu'il regarda derrière lui et se demanda si sa préférence allait désormais aux hommes. Mais après avoir regardé les visages de ses compagnons, qu'il interrogeait sur son look, et les autres des responsables, y compris Seao Meng, il a déclaré qu'après avoir regardé ces horribles visages, il était sûr qu'il aimait toujours les femmes. Comme Ye King le maudissait dans son esprit quand il, réalisant qu'il avait presque été distrait de son objectif principal par Ji Mingyue, il se rappela de se concentrer d'abord sur la quête de la mort. Cela le fit rapidement se tourner vers lui. Yuan Yi rit en disant à Ji Mingyue qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour lui parce que lui, un humble fonctionnaire, avait depuis longtemps décidé de risquer sa vie pour elle. Sans aucune crainte ni doute dans ses yeux, il désigna agressivement. Et Yuan Yi lui dit qu'une fois que Ji Mingyue avait conféré le titre de duc, le grand Zhou perdrait ses fondations. Donc, même s'il mourait, il ne laisserait pas Ji Mingyue l'accepter. Ye King ouvrit grand les yeux, son regard inébranlable et ne montrant aucun signe de soutien. Vers le bas, il a continué à pointer du doigt de manière agressive le visage de Yuan Yi et lui a dit qu'une rivière de il fallait du sang pour que les gens ouvrent les yeux, il devrait donc lui permettre d'ouvrir la voie. Ye King a fièrement prêché que depuis les temps anciens, aucun homme n'avait échappé à la mort. Mais il se demandait combien osaient dire qu'ils étaient morts le cœur clair. Soudain, son corps commença à briller et fut enveloppé d'une aura dorée. Alors que Yuan Yi ne pouvait pas réagir à cause de la surprise, Ye King était tellement étonné que ses yeux étaient tellement exorbités qu'ils étaient sur le point de tomber de leurs orbites. Le toit de la cour impériale était tranquille, entouré de brouillard. Mais soudain, 2 piliers de lumière dorée apparurent, dissipant immédiatement le brouillard. Le professeur vit de loin les 2 piliers de lumière et les reconnut rapidement comme étant ceux d'un sage visage. Un de ses étudiants entendit et s'exclama que les anciens sages étaient enfin revenus. Un vieil homme leva les yeux vers les piliers de lumière, remplis d'anticipation. Alors qu'il s'écria qu'un grand sage confucianiste était sur le point de apparaître, il se demandait si c'était le début d'une autre ère pour les érudits confucéens. Les gens dans la rue ont été surpris et se sont exclamés qu'ils avaient lu dans les livres d'histoire ces 2 visages, qui étaient les images du premier ministre de gauche et de droite de l'époque de l'ancêtre du grand Zhou. Il se demandait qui. En fait, il avait réussi à attirer non pas un, mais 2 visages à la fois. Alors que les mots de Ye King résonnaient, 2 personnages descendaient de chacun des 2 piliers de lumière. Les hommes qui ressemblaient à des érudits ont entendu l'écho des paroles de Ye King. Et en le récitant eux-mêmes, ils reconnurent que c'était un bon poème. Celui qui mérite d'être transmis pendant des milliers d'années. De retour à la cour impériale, Yuan Yi et Ji Mingyue se couvraient tous les 2 les yeux. Alors qu'ils étaient aveuglés par le pilier de lumière qui descendait sur Ye King, qui se tenait entre eux. Avec Ji Mingyue toujours capable d'ouvrir un seul de ses yeux en arrière-plan. Ye King regarda la paume de ses mains et son visage rempli de terreur alors qu'il jurait intérieurement et je me demandais pourquoi il avait l'impression qu'il était devenu plus fort à la place. Ye King se pencha rapidement vers Yuan Yi et attrapa ses bras, lui ordonnant d'aller de l'avant et de le tuer à ce moment-là. Mais au lieu de l'attaquer, Yuan Yi retira brusquement ses bras tout en reculant. Son visage rempli d'horreur alors qu'il levait les yeux vers Ye King. Du point de vue de Yuan Yi, Ye King le dominait de manière menaçante avec un ki vertueux suintant de lui. Yuan Yi retrouva alors son calme lorsqu'il réalisa que s'il permettait à Ye King de ki vertueux pour faire ressortir l'esprit érudit du peuple, la secte immortelle serait en difficulté.
Ainsi, malgré la sueur qui coulait sur son visage, il commença à accumuler une boule d'aura au bout de ses doigts. Alors qu'il tirait l'aura accumulée sur Ye King, et Yuan Yi pensait qu'il devait couper le problème à la racine. Ye King se tenait là, l'air surpris en voyant le rayon d'aura venir juste devant lui. La cour entière était également aveuglée par l'autonomisation du ki des érudits, et il ne pouvait pas. Je crois que Ye King a pu le déclencher. Pendant ce temps, Jimingyue a appelé Ye King. Son expression remplie d'inquiétude. Une énorme explosion s'est produite, mais à la place. Lorsque Ye King a été blessé, c'est Yuan Yi qui a été emporté de là où il se tenait. Il s'est cogné le dos contre l'un des piliers de la cour impériale. Et Yuan Yi était en désarroi alors qu'il s'effondrait sur le sol, inconscient et il lui manquait une dent. Les fonctionnaires ont ressenti une vague de dégoût mêlée de peur alors qu'ils regardaient vers Yuan Yi, qui émit un sifflement alors que de la vapeur commençait à s'élever de lui. D'un autre côté, Jimingyue et Xiao Meng ont été surpris par le scène dont ils venaient d'être témoins. Ye King était toujours enveloppé par l'aura dorée alors qu'il se tenait devant Yuan Yi, qui était toujours affalé sur le sol. Et il était complètement confus. Il était dans un état de panique alors qu'il a essayé de réveiller Yuan Yi et lui a rappelé qu'il ne l'avait toujours pas encore tué. Et Yuan Yi semblait toujours conscient, mais il avait l'air extrêmement terrifié. Son visage est devenu pâle et il a tremblé de peur en voyant Ye King debout devant lui. Quand Yuan Yi a essayé de parler, il a giclé du sang de sa bouche. Et Ye King avait l'air horrifié par ce qu'il a vu. Et Yuan Yi s'effondra sans vie sur le sol. Et alors que Ye King déclarait sa mort, le tribunal était en ébullition alors qu'ils s'exclamaient comment c'était pour eux et comment il y aurait de gros problèmes parce que la secte de l'Ascension. Il ne faut certainement pas en rester là. Alors que Ye King avait l'air mortifié à cause de face à la tournure des événements, Xiao Meng s'est approché de lui et lui a serré le poing, exprimant sa stupéfaction. Xiao Meng a alors regardé avec appréhension le groupe d'hommes qui se tenait derrière lui. Et en passant devant Ye King, il a émis un son avec sa bouche fermée, indiquant de l'agacement. En voyant Xiao Meng et les autres hommes sortir de la cour impériale, Jimingyue était rempli avec incrédulité, et dans ses pensées, il ne savait pas comment diable les choses avaient pu se passer ainsi. Il se tourna ensuite rapidement pour regarder Ye King, et quand il vit que Ye King avait l'air découragé avec ses épaules affaissées, Jimingyue l'a rassuré qu'avec son siège, la secte de l'Ascension ne pourrait pas lui faire de mal. Ye King s'est incliné devant Jimingyue et lui a dit que il n'avait pas vraiment à s'inquiéter pour lui, alors que dans son esprit, il soupirait et j'ai pensé à quel point les choses se sont compliquées parce que Jimingyue s'est mêlé de son plan. Quelques instants plus tard, après la clôture de l'audience, les fonctionnaires étaient dispersés à l'extérieur. Le bâtiment, certains sortaient et certains se parlaient. Pendant ce temps, Ye King marchait avec ses épaules affalées lorsque son compagnon l'appelait, l'excitation était évidente dans son ton. Il s'est rapidement approché de Ye King et lui a levé le pouce, le complimentant sur comme il était incroyable, mais Ye King n'était pas de bonne humeur et il n'avait pas l'air amusé. Ne pouvant pas lire la pièce, son compagnon a continué à le doucher avec éloge et lui a rappelé le dicton selon lequel une vraie perle brillerait toujours. Ce qui a rendu Ye King encore plus ennuyé, et il lui a donné un œil de côté. Ye King marcha rapidement devant son compagnon tandis qu'il lui ordonnait d'arrêter de parler et de trouver lui un endroit calme car il voulait être seul, ce qui a déçu son compagnon, mais il a quand même obéi. Au bout d'un moment, dans les couloirs latéraux, Ye King était assis avec les mains sur la tête alors qu'il s'appuyait sur la table devant lui pour se soutenir. Il pensait avoir enfin compris ce qu'était l'autonomisation scientifique du ki. Il fixa intensément la paume de ses mains, pensant que c'était une aura passive qui le protégeait, et il pouvait le sentir dans son corps, mais il ne pouvait ni l'utiliser ni s'en débarrasser. Ye King s'est levé et a commencé à marcher dehors. Mais il était toujours découragé car il lui devenait encore plus difficile de mourir. Son compagnon l'accueillit rapidement à la porte. Ye King était surpris de le voir, et il s'inquiétait s'il était resté là tout le temps, lui demandant s'il ne faisait pas chaud dehors. Mais au lieu de répondre à sa question, son compagnon se frappa la poitrine avec un sourire fier sur son visage et déclara que c'était son plus grand plaisir de garder la porte pour des héros comme Ye King. L'expression de Ye King a changé et il lui a jeté un regard de côté lorsqu'il a entendu le mot « héros ». Tandis que son compagnon souriait brillamment derrière lui et s'inclinait devant lui. Il a commencé à avancer avec un froncement de sourcils sur le visage et des excuses dans la tête. Alors qu'ils approchaient d'une immense porte au bout d'un tunnel, il pensa qu'il décevrait son compagnon. En poussant la porte, il se rendit compte qu'il n'avait jamais pensé à devenir un héros. Mais qu'est-ce qu'il a accueilli au-delà de cette porte? Il venait de l'ouvrir complètement, le prit au dépourvu et il le regarda avec admiration. Une foule immense s'était rassemblée, et il semblait l'attendre alors qu'il le saluait rapidement avec des sourires sur leur visage dès qu'ils l'ont vu. Avec son compagnon derrière lui, la foule se sont rapidement rassemblés devant lui et se sont exclamés qu'il était leur modèle. Le moral de Ye King semblait s'être remonté alors qu'il était touché par les paroles et les actions de la foule.
D'un autre côté, dans un couloir à côté, quelqu'un parlait à Ji Mingyue. Et ils lui dirent que le nom de Ye King se répandrait dans tout le pays après la bataille de ce jour-là. Et ce serait une bonne chose pour eux. Ji Mingyue était assis quand il a regardé la personne avec qui il parlait à côté de lui et a exprimé son inquiétude quant à la raison pour laquelle Ye King devenu célèbre susciterait certainement la haine de la secte de l'Ascension, et il avait peur qu'il ne serait pas capable de protéger Ye King. La personne a tendu la main vers la tasse de thé table en disant à Ji Mingyue que même s'il avait fait profil bas tout en accumulant pour avoir une chance de riposter, il n'a pas été facile de rattraper son retard après le grand Zhou était déjà en déclin depuis de nombreuses années, et tandis qu'il portait la coupe à sa bouche pour prenait une gorgée, il a continué à dire que l'apparition de Ye King était une chance pour leur grande Zhou. Pour se relancer et montrer au peuple que la grande dynastie Zhou n'avait pas encore perdu son pouvoir. L'homme qui parlait à Ji Mingyue était le chancelier de la grande dynastie Zhou, Liu Shen, et il a conclu qu'il devait garder Ye King en vie. Chapitre 5. Liu Shen a dit à Ji Mingyue qu'il y avait 2 méthodes pour assurer la sécurité de Ye King. La première était de lui faire ruiner sa réputation, de faire semblant de le faire. Excusez-vous et recherchez les faveurs des sectes immortelles afin qu'elles ne le voient plus comme une menace. Ji Mingyue soupira et secoua la tête, disant qu'avec la personnalité de Ye King, il n'y avait aucun moyen qu'il fasse ça. Avec un sourire sur son visage, Liu Shen a dit à Ji Mingyue qu'il devrait utiliser le deuxième méthode et rendre Ye King si fort que même les sectes immortelles hésiteraient à l'attaquer. Ce qui a surpris Ji Mingyue. Il a ensuite demandé comment il pourrait rendre Ye King aussi fort. Avec un air sérieux sur le visage, Liu Shen jeta un coup d'œil à Ji Mingyue et demanda lui s'il avait oublié cet endroit. Liu Shen sourit tandis que Ji Mingyue se levait lorsqu'il réalisa soudainement. Et son visage s'éclaira lorsqu'il s'exclama que Liu Shen devait parler du jardin du sage. Tout en versant plus de thé dans sa tasse, Liu Shen a confirmé que la réponse de Ji Mingyue était corrigea et lui dit que bien que le jardin du sage ait été scellé par les sectes immortelles, il ne doit pas oublier ce que le dernier directeur du jardin des sages a dit dans son dernier souffle. Représentant l'image du dernier réalisateur, les yeux de Ji Mingyue se sont agrandis alors qu'il récitait ce que le dernier directeur a dit, aussi longtemps que les justes existeront, le jardin des sages existera aussi. Il attendait donc juste un successeur pour diriger l'école du confucianisme. Un successeur compatissant, altruiste et n'ayant pas peur de la mort. Récitant simultanément la dernière ligne de la déclaration du dernier réalisateur. Les yeux de Liu Shen et Ji Mingyue étaient remplis d'excitation alors qu'il disait que si le successeur apparaissait, le jardin du sage se décèlerait. Mais l'expression de Ji Mingyue se transforma rapidement en inquiétude alors qu'il plaçait son main sous son menton et pensait que même si Ye King avait le potentiel, il se demandait si le jardin des sages était encore trop dangereux pour lui en ce moment. Liu Shen s'est levé de son siège et a dit à Ji Mingyue qu'il était vrai que les procès de le jardin des sages était une arme à double tranchant, mais il n'avait alors terminé que 3 étapes. Et pourrait encore récolter de nombreux avantages. Donc, tant que Ye King pouvait terminer cette étape, cela devrait suffire à faire réfléchir les sectes immortelles à 2 fois avant de l'attaquer. Ji Mingyue baissa les yeux et son visage était rempli d'inquiétude alors que la sueur coulait sur son visage. Cependant, Liu Shen lui a dit de ne pas s'inquiéter car les testa. Le jardin des sages était destiné à évaluer la nature d'une personne. Donc même si quelqu'un échouait, les effets secondaires étaient négligeables tant qu'ils avaient un cœur droit. En entendant ce que Liu Shen a dit, Ji Mingyue fut soudainement rempli de détermination et prêt à procéder. Mais Liu Shen a mis ses mains sous son menton et a dit à Ji Mingyue qu'il y avait. Ce n'était pas pressé. La secte de l'Ascension pleurerait la mort de son patriarche, afin qu'il ne cause pas de problème à Ye King jusqu'à ce que les rituels et les formalités soient terminés. Liu Shen caressa sa barbe alors qu'il faisait face à Ji Mingyue et suggéra de mettre Ye King à travers quelques tests. Ji Mingyue a répondu en demandant si Liu Shen pensait que Ye King n'était pas digne de confiance. Pendant que Ye King dormait profondément, affalé dans son lit, Liu Shen a dit que ce n'était pas que Ye King n'était pas digne de confiance, c'était parce qu'il était trop jeune. Ye King s'est tourné vers lui et a éternué pendant que Liu Shen expliquait que les jeunes étaient toujours au sang chaud et cherchant à corriger les injustices du monde. Dans leur jeunesse, beaucoup de gens étaient aussi justes que Ye King. Alors que Ye King se recroquevillait sur le côté et s'enveloppait dans sa couverture, Liu Shen a continué à expliquer que ces jeunes vertueux finiraient par succomber aux tentations du monde réel et devenir aveuglés par la richesse et le plaisir du monde. Tandis que les lanternes célestes éblouissaient le ciel comme des étoiles dans le ciel nocturne. Liu Shen a dit qu'il ne leur en voulait pas parce qu'après tout, la vie humaine est courte, destinée à être vécue de manière colorée et passionnante. Après avoir expliqué, Liu Shen a dit à Ji Mingyue qu'il voulait avoir le manque du test de la Spring Breeze Tower, Ye King. Ji Mingyue a confirmé s'il parlait de la beauté la plus remarquable du monde, Xiao Qiantian. La rencontre entre Liu Shen et Ji Mingyue s'est terminée.
Dans les chambres impériales, Ji Mingyue, qui tournait le dos à ses serviteurs, leur a dit qu'ils pouvaient tous partir. Les serviteurs se sont inclinés et lui ont donné une affirmation. Ji Mingyue a enlevé sa robe, s'est tenu devant le miroir et s'est regardé. Soudain, une femme masquée est apparue dans sa chambre et l'a interpellé. En disant que Ji Mingyue avait dit quelque chose de mal plus tôt, elle s'est approchée de lui et a enlevé un collier avec un verre pendentif de forme ovale, alors que la femme lui disait que Xiao Qianqian n'était pas le plus remarquable du monde. Beauté, une vague d'aura puissante dorée, semblable à un éclair, jaillit du corps de Ji Mingyue. Par derrière, ses cheveux étaient élégamment soufflés par la rafale de vent provoquée par la puissante aura. Et son corps brillait, révélait que le corps de Ji Mingyue est passé de celui d'un garçon à celui d'une femme. Avec une silhouette voluptueuse, la femme masquée se pencha et lui dit que le titre de champion du monde, la beauté la plus remarquable, lui appartenait car elle était si jolie, mais personne ne pouvait l'apprécier. Et elle se demandait si une autre personne aurait un jour la chance de voir sa beauté. La nuit passa et le matin arriva. À la résidencier, Ye King s'est allongé sur une balançoire alors qu'il a rassemblé ses pensées et est arrivé à la conclusion que peut-être il avait trop simpliste les gens de le monde dans lequel il se trouvait actuellement. Il a admis que les lois du monde de cultivation dans lequel il se trouvait étaient beaucoup plus compliquées qu'il ne l'avait imaginé. Il avait essayé de suivre le cliché et de se faire tuer. Mais au lieu d'atteindre son objectif, il n'avait fait que créer malentendu après malentendu. Au grand palais de Zhou, Ji Mingyue avait l'air inquiet alors que le compagnon de Ye King s'inclinait devant elle. Avec un sourire, Ye King s'est rendu compte que les gens de ce monde n'étaient pas PNJ ou personnages secondaires dans un roman, c'étaient des individus avec de vraies émotions. Ji Mingyue se tenait là et regardait devant lui tout en étant entouré de fonctionnaires. Ye King pensait que les gens là-bas étaient comme les gens sur Terre, ils étaient tous avaient des espoirs et des rêves qui ont malheureusement été anéantis par la corruption du monde réel. Ye King avait l'air troublé alors qu'il plaçait ses paumes sur son visage et disait que c'était dommage qu'il soit juste un passant et non leur sauveur. Il s'assit rapidement et se rappela qu'il ne devait pas s'attacher aux gens de ce monde. Renforçant sa détermination, Ye King serra les poings et dit qu'il devait endurcir son cœur et trouver des moyens de se faire tuer, mais, bien sûr, il devait pour y parvenir sans commettre aucun crime. Comme il l'a dit, tant qu'il faisait suffisamment d'efforts, il pouvait définitivement mourir. Il a ouvert les portes de sa résidence pour partir. Mais il fut surpris de voir beaucoup de gens l'attendre dehors, et ils s'exclamèrent en excitation dès qu'ils le virent sortir, lui demandant s'il pouvait les guider. Ye King s'est rapidement détourné des gens et a commencé à s'éloigner, ce qui a intrigué la foule. Ye King a immédiatement fermé la porte et s'est appuyé dessus, et la panique et la confusion étaient évidentes. Ses actions, que son serviteur remarqua. Le domestique lui dit que ces gens étaient là depuis le matin. Je n'ai aucune idée de ce que Ye King avait fait. L'autre jour, le domestique lui a montré le panier plein de lettres et lui a dit qu'ils ont dû accomplir quelque chose de grand parce qu'ils avaient reçu tellement de lettres de. Les gens demandent s'ils peuvent rendre visite. Pendant ce temps, à l'extérieur de la résidencier, certains les gens disaient aux autres de s'écarter pour laisser la place aux jeunes maîtres de leur famille. Un homme aux longs cheveux noirs qui portait des vêtements verts se tenait devant le Ye. Entré de la résidence, et sachant que Ye King vivait dans un tel endroit, il a rapidement reconnu que l'atmosphère de la résidence était effectivement digne d'un érudit vertueux. Ye King se pencha et posa son oreille sur la porte, essayant d'écouter ce qui se passait. Il était dehors lorsque quelqu'un a annoncé que le fils du chancelier de gauche et fonctionnaire général extérieur, Liu Sanyuan, souhaitait le rencontrer. Ye King avait l'air indifférent alors qu'il se grattait son oreille et a dit qu'il s'en fichait s'il était le fils du chancelier de gauche ou de droite. Parce qu'il ne voulait pas le rencontrer et qu'il n'avait pas peur d'offenser les gens. Son serviteur se pencha rapidement vers lui et lui murmura à l'oreille qu'il faisait une bonne décision car les rumeurs disaient que le chancelier de gauche était mauvais et corrompu, et quiconque a essayé de se ranger à ses côtés et est mort d'une mort horrible. En un clin d'œil, Ye King était déjà ouvrant la porte, ce qui a surpris l'homme en vêtements verts, puis Ye King lui a parlé, confirmant s'il était Liu Sanyuan. Avec un sourire éclatant et accueillant sur son visage, Ye King a dit à Liu Sanyuan d'entrer rapidement car ils avaient tellement de choses à dire. Chapitre 6. Ye King s'est assis avec Liu Sanyuan, et il l'appelait « jeune maître », lui demandant ce qu'il avait amené à son résidence ce jour-là pendant qu'il lui servait à boire. Alors que Liu Sanyuan prenait le thé dans ses mains, il remarqua que le thé était ordinaire et que le service à thé était également simple, c'était ce qu'il attendait d'une personne économe. Tenant toujours la tasse de thé dans ses mains, Liu Sanyuan a informé Ye King que sa vie était en danger à ce moment-là. Liu Sanyuan a jailli le thé qu'il buvait quand, au lieu d'être alarmé et effrayé, Ye King se leva et leva son poing en l'air, tandis que ses yeux pétillaient. Car il se réjouissait que sa vie soit en danger. Réalisant son erreur, Ye King gratta derrière sa tête, et il sourit maladroitement en le disant à Liu Sanyuan, qui était occupé à essuyer
le thé renversé sur son visage, que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il aimerait le déranger. Pour développer davantage ce qu'il vient de dire. Une demi-heure plus tard, Ye King a continué à verser thé dans la tasse de thé alors qu'il confirmait avec Liu Sanyuan si ce qu'il avait compris était correct, que la secte de l'ascension viendrait certainement le tuer. Ye King s'est frotté les paumes l'une contre l'autre, ses yeux scintillaient, et il avait ce sourire effrayant sur son visage alors qu'il pensait à quel point l'homme et Yuan Yi l'étaient parce que même s'il n'était plus en vie, il continuait à l'aider. Liu Sanyuan regarda Ye King avec un regard interrogateur alors qu'il pensait que Ye King était vraiment à la hauteur de sa réputation, il n'avait vraiment pas peur de la mort, un véritable héros. Liu Sanyuan a souri à Ye King et lui a dit de ne pas trop s'inquiéter car la secte de l'ascension l'était. Se préparant pour la célébration de l'anniversaire de leur patriarche, afin qu'il n'attaque pas de sitôt. Ye King s'est affalé sur son siège alors qu'il confirmait qu'il comprenait ce que Liu Sanyuan voulait dire et qu'il pensait qu'il valait mieux compter sur soi que dépendre des autres, alors il semblait qu'il devait prendre l'initiative. Ye King se pencha vers Liu Sanyuan et dit: à part la secte de l'ascension, il doit y avoir quelques gros bonnets qu'il ne pourrait pas offenser, et puis il a demandé s'il pouvait lui en présenter. Liu Sanyuan a souri et a fièrement accepté la demande, disant que puisque Ye King voulait savoir, il était plus que disposé à lui en présenter. Se levant de son siège, Liu Sanyuan fit un geste avec ses mains et dit à Ye King que s'il voulait se lier d'amitié avec les puissants, il y avait un endroit qu'il devait visiter. Et il l'y emmènerait à ce moment-là. Quelques instants plus tard, ils se retrouvèrent dans un endroit animé et bondé, à la maison Spring Breeze. Beaucoup de belles femmes étaient courtisées par des hommes. Liu Sanyuan a fièrement déclaré que les dames, il y avait tous des beaux, surtout les 8 Warans, qui étaient incroyablement talentueux. Il a dit à Ye King que c'était le meilleur endroit pour se faire des amis. Cependant, Ye King leva les yeux et a semblé déçu lorsqu'il a réalisé que Liu Sanyuan l'avait amené dans un bordel. Alors qu'il se tenait devant la Spring Breeze House, Ye King pensait qu'il voulait mourir plutôt que de mourir. Se lier d'amitié avec les autres, alors il se demanda comment il était censé trouver des ennemis pour le tuer là-bas. Pendant qu'il réfléchissait, Liu Sanyuan se pencha à l'oreille de Ye King et murmura, lui rappelant qu'il y avait une personne qu'il ne pouvait pas offenser dans la Spring Breeze House. Ye King regarda Liu Sanyuan, surpris qu'il y ait réellement quelque chose comme ça. Quelques instants plus tard, Ye King et Liu Sanyuan sont entrés dans la Spring Breeze House. Ils furent accueillis par un escalier et un balcon rempli de couples d'hommes et de femmes. Une femme a remarqué Liu Sanyuan et s'est approchée de lui, le saluant et lui mentionnant qu'il n'avait pas été là depuis longtemps. Liu Sanyuan a répondu en disant qu'il avait un invité spécial ce jour-là. Il lui a donc demandé de préparer une salle privée et de servir tous leurs plats uniques. Un groupe de femmes s'est produit sur scène, mettant en valeur une belle peau nue, lisse et brillante, tout en étant entourée d'hommes. L'un des hommes s'est exclamé que leur danse n'appartenait qu'au ciel, tandis qu'un autre félicitait Lady Yinger comme la meilleure. Comme le groupe de femmes belles et voluptueuses a continué à jouer, les hommes se sont exclamés que Lady Yinger était la plus jolie. Pendant ce temps, Ye King et Liu Sanyuan étaient déjà dans leur chambre privée. Regardaient le spectacle à travers la fenêtre près de leur table. Liu Sanyuan a dit à Ye King que les femmes qui se produisaient étaient les 8 Warans et ont mentionné que d'innombrables hommes dans la capitale avaient les yeux rivés sur eux. Ye King pensait qu'il avait vraiment sous-estimé les peuples anciens, car il savait vraiment profiter de la vie. Ye King a remarqué que la pièce en face, l'un d'eux était la chambre des 8 Warans et s'interrogeait sur la pièce du haut et pourquoi elle était fermée. Liu Sanyuan avait l'air excité lorsqu'il a découvert que Ye King avait également remarqué cette pièce. Et il le regarda avec attente, disant que c'était celui dont il lui avait parlé. Celui qu'il ne pouvait pas se permettre d'offenser. Liu Sanyuan a dit à Ye King que Xiao Qianqian de la maison des Spring Breeze occupait une position relativement élevée par rapport aux autres Warans. Et elle n'a pas dansé ni vendu son corps, ce qui a intrigué Ye King. Liu Sanyuan a déclaré que seules quelques personnes talentueuses pouvaient attirer l'attention de Xiao Qianqian. Mais ceux qui l'avaient vu étaient captivés par sa beauté. Comme il dit cela, les yeux de Liu Sanyuan scintillaient, une lumière intense rayonnait de son corps et il bavait. Ce qui a fait prendre conscience à Ye King de la beauté de Xiao Qianqian grâce au visage pervers de Liu Sanyuan. Alors que Ye King prenait son verre, il réalisa que Xiao Qianqian était dans un bordel. Et il se demandait comment elle préservait sa pureté sans jouer ni vendre son corps. L'expression de Liu Sanyuan se transforma rapidement en une expression renfrognée alors qu'il a dit à Ye King que c'était la racine du problème parce que même si de nombreuses personnes avaient pourchassé Xiao Qianqian, ils étaient tous morts tragiquement. Liu Sanyuan a ensuite ajouté qu'il y avait aussi un mythe selon lequel Xiao Qianqian avait longtemps été la propriété exclusive d'un caïd du palais impérial, et la seule façon de la rencontrer était d'utiliser son talent, ce que Ye King trouvait intéressant. Liu Sanyuan avait l'air surpris alors que Ye King avait ce sourire malicieux alors qu'il pensait que s'il entrait en contact avec une telle femme, il mourrait sûrement.
Pendant ce temps, quelqu'un qui se couvrait la bouche avec un éventail a dit que il semblait qu'ils avaient atteint leur objectif. La personne dont l'épaule était exposée semblait être Xiao Qianqian, et une femme s'est inclinée devant elle. Par derrière et lui a dit que Ji Mingyue devait avoir beaucoup apprécié Ye King parce qu'elle lui avait permis, le propriétaire de la Spring Breeze House et secrétaire des services secrets, pour le tester personnellement. Xiao Qianqian était une belle femme voluptueuse aux cheveux noirs. Et alors qu'elle s'asseyait avec les jambes croisées, exposant son corps lisse et soyeux, cuisse blanche, elle s'est couvert le visage avec un éventail et a demandé à la femme de vous envoyer King une lettre en son nom d'abord. Pendant ce temps, au stade où le Huitoiran se produisait, des hommes entouraient toujours la scène. Et tandis que l'un d'eux appelait Lady Chune et lui disait qu'il avait écrit un poème pour elle, un autre a attiré l'attention de Lady Yuer et lui a dit qu'il l'aimait sincèrement. Liu Sanyuan faisait visiter les lieux à Ye King et lui a dit qu'il serait l'hôte du concours de talent le prochain car à la Spring Breeze House, avoir de l'argent et du pouvoir ne suffirait pas pour attirer l'attention des Huitoiran. Cela a amené Ye King à réfléchir et à se demander pourquoi il était si difficile d'être un fanboy dans ce monde. Soudain, une femme est montée sur scène et a attiré l'attention des hommes, leur disant de se calmer car son maître avait envoyé une invitation. Les hommes ont immédiatement reconnu la femme comme étant Lu Zhu, ils ne pouvaient pas croire quoi, dit-elle en se demandant qui était la personne chanceuse à inviter. Lu Zhu a lu un journal et a demandé à la foule lequel d'entre eux était Ye King. La foule a reconnu le nom de Ye King, il se demandait s'il était la même personne qui avait invoqué le sage visage. Même si Ye King a été extrêmement surpris par cette annonce, la foule s'est sentie découragée lorsque ils ont réalisé que quelqu'un au niveau de Ye King était le seul à mériter de recevoir une invitation. Après s'être remis du choc, Ye King a souri et dans ses pensées, il était ravi de sa chance. Parce qu'il réfléchissait à la manière d'approcher Xiao Qianqian, mais elle l'a approché en premier. Quelqu'un en robe blanche s'est démarqué parmi la foule et a dit que Ye King était très fort. Et il fut impressionné, mais il doutait que son talent ne soit pas aussi grand qu'on le prétendait. Ye King a regardé la personne sérieusement, mais il n'y avait aucune hostilité dans son regard. La personne en robe blanche était Kai Xiangao, le premier lauréat de l'examen impérial de poésie. Expert, et il a annoncé qu'il se demandait si Ye King serait prêt à avoir un match avec lui. Alors que Kai Xiangao se tenait là, la foule l'a rapidement reconnu comme étant le jeune maître qui avait obtenu la première place à l'examen impérial et était connu sous le nom de Poésie. Expert, ils ont spéculé que si c'était lui, il pourrait vraiment être capable de défier Ye King. Kai Xiangao s'est dirigé vers l'endroit où se tenaient Liu Sanyuan et Ye King. Dès qu'ils se retrouvant face à face, Ye King suggéra à Kai Xiangao de concourir puisque il a montré de l'intérêt. Kai Xiangao l'a remercié d'avoir répondu à sa demande. Cependant, à son insu, Ye King pensait qu'il s'était trompé de personne. Ye King se demandait s'il voulait vraiment rivaliser en poésie avec un transmigrant comme lui. Les hommes en compétition avaient chacun leur propre table, papier et outils d'écriture. Alors qu'ils commençaient à écrire leurs poèmes, plusieurs hommes qui ressemblaient à des surveillants se promenaient et surveillaient les concurrents. Pendant ce temps, Kai Xiangao et Ye King étaient assis avec des papiers vides devant eux, plongés dans leurs pensées. D'un autre côté, Liu Sanyuan se tenait derrière un concurrent, Sir Wang, et lui disait que le poème était un peu fade, donc c'était dommage. Il est ensuite passé au candidat suivant, Sir Zhang, et l'informa que son poème n'était pas mauvais mais un peu trop répétitif. Liu Sanyuan semblait apprécier son rôle alors qu'il passait au candidat suivant, Sir Wang, et a fait l'éloge de son poème, remarquant qu'il semblait unique et frais. Pendant ce temps, alors que Kai Xiangao regardait Ye King, qui posait paresseusement sa tête contre ses mains, il a déclaré qu'il montrerait au monde qu'il était meilleur. Kai Xiangao choisit a levé le pinceau sur sa table, et quelqu'un de la foule qui l'observait s'est exclamé et annonça qu'il était sur le point d'écrire son poème. Cependant, une autre personne les a réprimandés et leur a dit de se taire, soulignant qu'ils ne devaient pas déranger Kai Xiangao pendant qu'il travaillait. Kai Xiangao a écrit rapidement et élégamment sur le papier, et les personnages brillaient, laissant la foule admirative de sa belle calligraphie. Alors que Kai Xiangao finissait d'écrire, son papier continuait de briller d'une couleur dorée. La foule remarqua une clé savante qui en émanait, ce qui leur fit réaliser qu'il avait atteint le niveau de l'Athénée. La foule a regardé le travail de Kai Xiangao avec admiration, et l'un d'eux a dit on attendait de lui que la première moitié du poème suffisait pour atteindre l'Athénée. Niveau, tandis qu'un autre a commenté qu'il ne pensait pas que c'était la limite de Kai Xiangao parce que, avec son talent d'érudit, il pensait pouvoir même atteindre le niveau d'éminence provinciale. Les royaumes de la poésie, du plus bas au plus élevé, étaient Athénéum, Provincial Eminence, Kingdom Shaking. Et exalté sous le ciel, et Liu Sanyuan, qui regardait attentivement la compétition, a été impressionné par le talent littéraire de Kai Xiangao. Alors que Kai Xiangao levait son stylo pinceau, il avait l'air déçu alors que la sueur coulait sur son visage.
Il reposa le stylo pinceau et dit que c'était dommage car il y était presque. Mais un poème de niveau éminence provinciale était encore trop dur pour lui. Cai Xiangao s'appuya sur la table et poussa un profond soupir en pensant que ses écrits semblaient ne pas suffire pour atteindre le niveau d'éminence provinciale. En voyant que Ye King était juste en train de prendre un verre et n'avait rien écrit, Cai Xiangao lui a demandé avec assurance pourquoi il n'avait pas commencé à écrire. Et soupçonnait qu'il était à court d'idées et qu'il ne pouvait rien écrire. Ye King a ri en plaçant sa tasse sur la table et s'est excusé pour le retard. La foule commença à se rassembler autour de lui alors qu'il tendait les épaules. Et leur a demandé de lui permettre de leur montrer ses humbles compétences. Xiao Qiantian regardait également depuis sa fenêtre et elle a demandé à Ye King de ne pas la laisser tomber. Une intense lumière dorée sortit de la pointe du stylo pinceau de Ye King alors qu'il commençait à écrire. D'un seul coup de pinceau, la foule était en admiration devant son merveilleux composition, et ils ont remarqué que le coup de pinceau et le style étaient tous deux uniques. Alors ils se sont demandé si c'était la pièce originale de Ye King. Cai Xiangao transpirait abondamment en réalisant quel talent monstrueux Ye King était capable de créer son propre style d'écriture à un si jeune âge. Il serra les dents et avoua que sa calligraphie n'était pas à la hauteur. Mais il n'avait toujours pas perdu espoir car il n'y avait pas de concours de calligraphie. Mais Ye King a émis une intense lumière dorée dès qu'il a terminé la première strophe du poème. Cai Xiangao n'en croyait pas ses yeux quand j'ai vu que Ye King était capable d'utiliser une strophe pour atteindre le niveau de l'Athénée. Et alors que Ye King commençait à écrire sa deuxième strophe, Xiao Qiantian fut surpris. Ye King a continué à émettre cette aura dorée alors qu'il terminait élégamment sa deuxième strophe. La maison Spring Breeze était si lumineuse depuis à l'intérieur, il a attiré l'attention des passants, surtout lorsque la foule a applaudi parce que le poème de Ye King avait atteint le niveau d'éminence provinciale. Deux hommes de la foule ont pleuré et ils se sont embrassés parce qu'ils étaient tellement touchés d'avoir pu assister à un travail au niveau d'éminence provinciale avec leurs propres yeux. Ils ont déclaré qu'ils pouvaient mourir en paix à ce moment-là. Les femmes qui travaillaient au bordel regardaient également les vers du poème avec admiration. Certains d'entre eux se sont mis à pleurer parce qu'ils ont découvert qu'il y avait toujours des gens dans leur monde qui les comprenaient. Toujours couvrant son visage avec son éventail, Xiao Qiantian regardait Ye King avec impatience. Il ne restait plus qu'une strophe. Et la capacité du poème à atteindre le niveau Kingdom Shaking dépendrait de cette dernière strophe. Ye King a continué à émettre l'aura dorée, et c'est devenu beaucoup plus intense. Il ferma ensuite les yeux et leva gracieusement son stylo pinceau en l'air, indiquant qu'il avait fini d'écrire son poème. Son poème a atteint le niveau Kingdom Shaking, et Ye King l'a regardé avec une telle satisfaction dans ses yeux. Puis il sourit maladroitement en essuyant la sueur de son visage. Et il s'est excusé auprès de Liu Yong, un célèbre poète qui vivait aux alentours. Après Jésus-Christ sous la dynastie Song, parce qu'il avait emprunté son poème pour se montrer. La foule était figée sur place, et aucun d'eux ne bougeait ni ne prononçait un seul mot. Ce qui a amené Ye King à se demander s'il avait fait une erreur. Soudain, les cœurs s'envolèrent dans les airs alors que tout le monde du bordel le regardait avec une extrême admiration. Ye King était alarmé et il semblait être en mode combat ou fuite lorsque il réalisa que tout le monde venait pour son corps. Quelques instants plus tard, Ye King se retrouva dans une pièce avec Liu Sanyuan et Cai Xiangao. Pendant qu'il reprenait son souffle et se penchait vers la table, Liu Sanyuan ferma la porte derrière lui et s'appuya dessus pour la maintenir fermée comme si sa vie en dépendait parce que les gens à l'extérieur appelaient tous Ye King, lui demandant de les revoir, et certains lui demandaient s'il prenait un apprenti. Cai Xiangao, qui se tenait à côté de Ye King, s'est incliné devant lui et a admis qu'il a été impressionné par le talent de Ye King tout en pensant que la différence entre deux était comparable à celle entre une luciole et la lune. Alors que Ye King l'attrapait par les bras, lui souriait sincèrement. Et lui a dit qu'il admirait aussi beaucoup son talent littéraire. Cai Xiangao avait honte de la façon dont il avait agi avec autant d'arrogance et de grossièreté plus tôt lorsqu'il avait vu à quel point Ye King était humble. Liu Sanyuan semblait avoir réussi à sécuriser la porte et il s'est approché de Ye King en disant que il avait besoin d'une faveur de sa part, ce à quoi Ye King lui a demandé de lui dire quelle était cette faveur. Liu Sanyuan s'est incliné devant Ye King et lui a demandé s'il pouvait lui donner le poème. Et quand Ye King accepta volontiers sans faire d'histoire, la bouche de Cai Xiangao était grande ouverte de surprise. Et il a traité Liu Sanyuan de salaud sans vergogne dans son esprit parce qu'il voulait aussi le poème. Quelqu'un a ouvert l'autre porte derrière Ye King. Et il y jeta un coup d'œil avec impatience car il savait que quelqu'un arrivait. Lu Ju entra dans la pièce et elle s'inclina devant Ye King en lui tendant une enveloppe rouge, disant que Xiao Qiantian l'invitait à la rencontrer. Ye King suivait Lu Ju, qui dirigeait le chemin, et il marchait à un étage plus élevé que tout le monde. Alors qu'il continuait d'avancer, l'un des hommes en dessous lui tendit le poing et le félicita. Tandis qu'un autre annonçait que son poème de ce jour-là avait atteint le royaume ébranlant le royaume, et qu'il avait
Il a même reçu des demandes de la part des beautés, son acte deviendrait donc certainement une légende très partagée. Ye King a serré son poing et les a remerciés tandis que, dans son esprit, il riait parce que, contrairement à ce que pensaient les hommes, il n'était pas là pour s'amuser mais pour se faire tuer. Alors que Lu Ju ouvrait la porte d'une autre pièce, Ye King se sentait nerveux et dans son esprit. Il espérait que Xiao Qiantian apprécierait sa gentillesse car elle devait le tuer. Lu Ju a conduit Ye King dans une pièce, et dans cette pièce, il y avait un rideau l'empêchant de voir. Xiao Qiantian, qui était de l'autre côté et l'a salué en lui disant que c'était un plaisir de le rencontrer. Lu Ju a fait entrer Ye King et a demandé que il s'assit sur la chaise qu'on lui avait préparée. Ensuite, Xiao Qiantian, qui était toujours derrière le rideau, a demandé à Ye King si elle pouvait lui demander d'écouter la mélodie qu'elle s'apprêtait à jouer. Ye King s'assit sur la chaise et regarda dans la direction de Xiao Qiantian. Était impressionné car il pensait que sa voix était plutôt agréable. D'un autre côté, Liu Sanyuan serra dans ses bras le rouleau de poésie qu'il avait demandé à Ye King tandis que les hommes affluaient autour de lui demandant où il se dirigeait si précipitamment et pourquoi. Il n'est pas resté quelques vers de plus. Liu Sanyuan était si anxieux qu'il a bégayé, disant qu'il y avait une urgence familiale, mais les hommes ne l'ont pas cru et lui ont dit qu'il était si égoïste, essayant de se faufiler après avoir obtenu le précieux parchemin de calligraphie de Ye King. Liu Sanyuan a finalement réussi à s'échapper, comme il était déjà à l'extérieur de la Spring Breeze House. Il poussa un soupir de soulagement, mais quelqu'un l'appela et lui dit que leur maître aimerait avoir le poème qu'il tenait dans ses mains. Liu Sanyuan a été surpris de voir Lu Ju, et il lui a demandé si ce qu'elle faisait était approprié. Lu Ju eut l'air amusé par la réponse de Liu Sanyuan. Il l'a invité à en parler à son maître, Xiao Qiantian. Liu Sanyuan se figea, et il était à la fois horrifié et anxieux alors qu'il tenait fermement le parchemin tout en. Lu Ju lui a dit qu'il devrait voir si Xiao Qiantian trouverait également cela inapproprié. Pendant ce temps, Xiao Qiantian jouait du guzheng avec ses mains délicates aux ongles longs. La musique remplissait la pièce tandis que Xiao Qiantian continuait à jouer de l'instrument derrière le rideau. Tandis que Ye King s'asseyait sur la chaise et écoutait calmement la musique. Mais alors que Lu Ju entrait dans la pièce, portant le rouleau de poésie qu'il avait reçu de Liu Sanyuan, il est devenu clair que Ye King n'était pas satisfait du discours de Xiao Qiantian. Performance. Il haussa les sourcils et la déception était évidente sur son visage. Alors qu'il regardait dans la direction d'où venait la musique, Lu Ju s'est approché de Ye King avec un sourire et lui a demandé ce qu'il pensait de la pièce, Flowing Water, jouée par Xiao Qiantian. Sans tourner autour du pot, Ye King a demandé à Lu Ju quel genre de détritus cette musique était. Et la déception était très évidente sur son visage. Lu Ju a été surpris par la réponse de Ye King, et elle fut tellement surprise qu'elle ne put lui répondre immédiatement. Xiao Qiantian a également été surpris d'entendre ce que Ye King a dit. Lu Ju s'est mis en colère et a pointé du doigt Ye King, le traitant d'impudent pour avoir osé parler de la musique de Xiao Qiantian de cette manière. Elle lui a demandé s'il connaissait le tempérament, un système de réglage qui compromet légèrement le intervalle d'intonation pur pour répondre à d'autres exigences du système. Ye King s'est levé et a confronté Lu Ju, lui demandant ce qu'elle pensait qu'il aurait dû dire. Lu Ju scintille en levant son poing gauche en l'air tout en tenant le rouleau de poème dans l'autre main. Elle a dit fièrement que Ye King aurait dû féliciter Xiao Qiantian pour son bon jeu. Ye King a tourné le dos à Lu Ju, a mis ses mains sous son menton et a admis que Xiao Qiantian a en effet joué décemment. En entendant ce que Ye King a dit, Lu Ju était tellement ennuyée que de la vapeur jaillit de sa tête alors qu'elle disait que Ye King aurait dû dire cela depuis le début. Mais Ye King a ajouté, secouant la tête et étendant les bras, que c'était dommage que la musique soit sans âme, ce qui fit éclater de rage Lu Ju. Xiao Qiantian a arrêté de jouer du guzheng. Et alors qu'elle était toujours assise derrière le rideau, elle a demandé à Ye King à quelle âme il faisait référence. Ye King n'a pas hésité et il a répondu fièrement que le tempérament lui-même contenait la vie, et en fait, la moitié de sa vie provenait de la performance du joueur, tandis que l'autre moitié était laissée en pièces. Lorsque King a continué à expliquer que les compétences de performance de Xiao Qiantian étaient pas mal et c'était juste dommage que la pièce en elle-même manquait un peu. Cela a touché une corde sensible chez Xiao Qiantian, la faisant tressaillir involontairement. Xiao Qiantian transpirait alors qu'elle essayait de garder son calme, demandant à Ye King si ce qu'il voulait dire était que sa pièce n'était pas aux normes. Ye King fut surpris lorsque Lu Ju le confronta rapidement et lui dit que tout ce qu'il savait comment dire des bêtises sans connaissance fondamentale, et elle voulait lui faire savoir que le compositeur de la pièce était le maître musicien en chef du palais impérial, Mo Lao, qui était également le maître à qui Xiao Qiantian était redevable. De la vapeur commença à sortir de la tête de Lu Ju alors qu'elle continuait à dire que le morceau Flowing Water a été présenté de Mo Lao à Xiao Qiantian, et Ye King l'a interrompu en disant que si ce n'était pas conforme aux normes, alors la pièce n'était pas conforme aux normes.
Il a même critiqué le genre de cadeau dont il s'agissait alors qu'il était si dénué de sens. Xiao Qiantian en avait assez des paroles de Ye King, et elle lui a dit que puisqu'il montrait un tel dédain envers Mo Lao, elle supposait qu'il était doué pour jouer des instruments de musique. Puis elle lui a demandé d'élargir ses connaissances et de lui montrer à quoi devrait ressembler une musique avec une âme. Ye King sourit en pointant son doigt vers Xiao Qiantian, et dans ses pensées, il était excité qu'elle soit en colère parce que c'était comme ça que ça devrait être. Tout en pointant du doigt Xiao Qiantian, Ye King a déclaré qu'il ne le faisait généralement jamais. Tout ce qui ne lui est pas bénéfique, mais si sa pièce était meilleure, il a exigé. Xiao Qiantian pour éliminer son jouet, son impudence irrita encore plus Lu Zhu. Xiao Qiantian avait l'air confiante et déterminée lorsqu'elle a accepté l'état de Ye King. Quelques instants plus tard, le Guzhen était maintenant placé devant Ye King alors qu'il s'assit et annonça qu'il leur montrerait ses humbles compétences. Mais il leur a honnêtement dit que ses compétences étaient vraiment moyennes. Ye King baissa les yeux et regarda attentivement l'instrument, pensant qu'il aimait le bouquin et qu'il était convaincu qu'il serait capable jouer Flowing Water avec la musique classique qu'il avait appris. Dès que Ye King a commencé à jouer de l'instrument, Xiao Qiantian a souri d'un air moqueur et a déclaré que sa musique contenait effectivement de la soul. Ye King a ignoré ses remarques et s'est concentré sur sa performance, car il remarqua qu'il avait déjà appris à jouer de l'instrument. Des notes de musique lumineuses ont commencé à émaner de Ye King alors qu'il continuait à jouer de l'instrument. Dès que les notes lui sont parvenues, Xiao Qiantian a été surprise car, même si les compétences de Ye King étaient rouillées, elle a ressenti quelque chose dans la pièce. Elle a été emmenée au bord de la rivière, au cœur d'une forêt grouillante de vie. Et elle pensait que la musique lui donnait vraiment un fort sentiment de vie. Elle a ensuite été transportée sur une scène où la mer gisait sous ses pieds et se heurtait aux imposants des rochers derrière elle, tandis que des fleurs éclosent sur le côté. Elle pensait que ce n'était pas juste un sentiment de la vie qu'elle ressentait mais de multiples variations intégrées dans un seul morceau de musique. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et elle se couvrit la bouche avec ses mains alors qu'elle Je ne pouvais pas croire qu'une si belle musique existait réellement dans leur monde. Ye King jouait encore de l'instrument lorsqu'il appuya soudainement sur la corde, l'empêchant de produire plus de musique. Xiao Qiantian a été tellement surprise par ce qu'il a fait qu'elle n'a pas pu s'empêcher de lui demander pourquoi il s'était arrêté. Ye King sourit sciemment en regardant dans la direction de Xiao Qiantian, qui était toujours assis derrière les rideaux. Xiao Qiantian a été surprise lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle venait de faire. Et le cœur lourd, elle s'inclina et reconnut sa défaite. Calmement, Ye King se leva et serra son poing, déclarant qu'il aimerait qu'elle le fasse. Honorer ses paroles et soulever les rideaux. Il se dit que même si ses compétences n'étaient pas à la hauteur, son article, Lofty Mountains and Flowing Water, était une composition légendaire, il était donc impossible que Xiao Qiantian n'en soit pas ému. Xiao Qiantian obéit, et alors qu'elle se tenait là, Lu Zhu était furieuse alors qu'elle retirait les rideaux et les attachèrent à leurs tringles, les empêchant de couvrir Xiao Qiantian. Xiao Qiantian avait l'air embarrassée alors qu'elle se tenait devant Ye King, qui la regardait. Ye King était impressionné et pensait que Xiao Qiantian était si jolie. Il s'est senti chanceux, car il y aurait certainement quelqu'un derrière une telle beauté qui ne devrait pas être offensé. D'un autre côté, Xiao Qiantian rougit en levant les yeux vers Ye King et pensa que, en plus de pouvoir jouer un morceau si extraordinaire, il avait aussi un visage décent. Se regardant, Ye King pensa qu'il devrait définitivement entamer une liaison avec son. Pendant ce temps, Xiao Qiantian pensait qu'elle ferait définitivement sienne Ye King. À la Spring Breeze House, c'était déjà le soir et la maison était magnifiquement éclairée. Ye King et Xiao Qiantian prenaient un verre et un repas quand elle lui a demandé si le morceau qu'il avait joué plus tôt avait été composé par lui. Ye King a dit que c'était juste une vieille partition qu'il avait obtenue quand il était jeune. Ye King se sentit mal à l'aise lorsque Xiao Qiantian se pencha vers lui et lui a demandé s'il pouvait la laisser regarder la partition. Ye King s'est gratté l'arrière de la tête et a détourné le regard, disant qu'il avait brûlé les marqué dans un accident alors qu'il jouait avec le feu quand il était jeune. Xiao Qiantian a répondu que c'était vraiment dommage, mais dans son esprit, elle faisait tout un plat, le traitant de menteur. Et lui demandant s'il pensait qu'elle était une enfant de 3 ans qu'il pourrait facilement tromper. Ye King tenait 2 tasses, il a souri brillamment en entendant un Xiao Qiantian et lui a dit qu'il devrait prendre un autre verre. Cela a fait sourire Xiao Qiantian et a pensé que depuis J. Mingyue voulait qu'elle le teste, il ne devrait pas lui reprocher de l'avoir embarrassé cette nuit-là. Posant sa tête dans la paume de ses mains, Xiao Qiantian se leva, vacillant alors qu'elle appelait Ye King. Elle a agi comme si elle avait perdu l'équilibre. Ye King a été surprise lorsqu'elle est tombée vers lui. L'atmosphère était romantique, des étincelles, des plumes et des fleurs étaient représentées dans la scène où Xiao Qiantian tombait dans les bras de Ye King. Ils se regardèrent, et Xiao Qiantian sourit sournoisement pendant qu'elle réfléchissait et se demandait qui serait capable de lui résister.
Ye King avait un sourire sordide sur le visage alors qu'il pensait que puisqu'il voulait agir, il devrait tout faire. Il fit la moue et ferma les yeux. Mais au lieu de rencontrer les lèvres de Xiao Qiantian, ses lèvres rencontrèrent ses doigts. Ye King a été surpris. Et Xiao Qiantian lui a demandé s'il s'intéressait vraiment à elle, un sol maladif. Ye King la regarda attentivement et elle parut hypnotisée lorsqu'il lui dit que si elle était malade. Saul, alors toutes les autres femmes du monde seraient des saules complètement pourris. Mais Xiao Qiantian avait l'air confus quand Ye King détourna le regard, agissant comme s'il souffrait, disant que c'était dommage car elle était déjà la femme d'un gros bonnet, donc elle n'était pas destinée à l'être toutes les deux. Xiao Qiantian avait l'air confuse et elle était légèrement ennuyée quand elle. J'ai entendu dire qu'elle était une femme de gros bonnet, mais ensuite elle a souri quand elle a réalisé que Ye King a dû entendre les rumeurs qui circulaient dans les rues. Et elle lui a dit que ce n'étaient que des rumeurs répandues pour confondre les autres, ce qui a surpris Ye King. Xiao Qiantian sourit, disant que son corps était encore totalement pur, et après s'en être rendu compte. Le visage de Ye King se tordit de dégoût. Xiao Qiantian a agité sa main devant Ye King, l'appelant avec inquiétude dans ses yeux, mais Ye King grimaça et son visage se tordit. Dégoût alors qu'il jurait et se demandait ce qu'il faisait en perdant son temps là. Quand il n'y avait pas de gros bonnet qui le tuerait s'il sortait avec Xiao Qiantian. Ye King a poussé Xiao Qiantian par l'épaule. Elle tomba et s'assit par terre alors que Ye King s'inclinait devant elle et lui disait qu'il était tard. Il prendrait donc congé en premier. Alors qu'il était toujours assis par terre, Xiao Qiantian regardait, découragée en disant à Ye King que même si elle ne connaissait aucun gros bonnet, elle pouvait toujours apporter de nombreux avantages pour lui, ce qui a amené Ye King à lui jeter un coup d'œil. Xiao Qiantian s'est levée et a dit à Ye King qu'elle était une espionne du royaume de Qivanru et qu'elle avait infiltré la capitale pour collecter des informations sur les grandes Zhou et recruter des talents pour Qivanru. Elle s'est penchée vers celui de Ye King, poitrine et a tracé ses doigts dessus de manière séduisante tout en disant à Ye King qu'il y avait actuellement des troubles. Parmi les civils des grandes Zhou et les fonctionnaires perfides de la cour détenaient le pouvoir. Dit-elle qu'il était un génie doué de Dieu et lui a suggéré d'arrêter de perdre son temps en tant que fonctionnaire mineur et rejoignez-la pour servir Qivanru. Mais Ye King l'a repoussé, ce qui a grandement surpris Xiao Qiantian. Ye King la regarda avec dédain et lui dit de maintenir sa dignité, tandis que dans son esprit, il pensait à quel point c'était une perte de temps parce que Xiao Qiantian était un autre qui ne le faisait pas. Je veux le tuer. Xiao Qiantian le regarda avec émerveillement alors qu'elle se demandait si Ye King était vraiment aussi résolu, alors que Xiao Qiantian voulait voir comme Ye King résisterait à son prochain mouvement. Une aura menaçante s'échappait de Xiao Qiantian alors qu'elle regardait Ye King, disant qu'il était rempli de talent. Continuant à émettre une aura sombre, Xiao Qiantian se leva et dit à Ye King que ce serait le cas. Ce serait trop de gaspillage s'il était anéanti avec le grand Zhou. Ye King transpirait abondamment alors qu'il prenait sa tête entre ses mains, et il avait l'air de souffrir pendant. Xiao Qiantian a poursuivi en disant que s'il cherchait refuge en Russie kievienne, le chef de l'État le traiterait certainement comme un érudit précieux du pays. Il lui attrape toujours la tête avec la sienne. Ye King était déjà agenouillé sur le sol à cause de la douleur tandis que Xiao Qiantian le dominait, l'opprimant de son aura sombre, et lui dit que le moment venu, elle serait avec lui pour l'éternité. Avec un air sinistre sur son visage, elle se pencha vers Ye King, qui attrapait toujours son tête, et lui a demandé si ce ne serait pas merveilleux. Ye King serra les dents et gémit de douleur alors que il regarda Xiao Qiantian. De toutes ses forces, Ye King a dit à Xiao Qiantian qu'il avait refusé, puis il a émis une très forte aura dorée qui a surpris Xiao Qiantian, la poussant en arrière. Xiao Qiantian se tenait maintenant loin de Ye King alors qu'il luttait pour se relever le sol, et elle ne pouvait pas croire que Ye King était capable de résister à son sort envoûtant. Ses yeux s'écarquillèrent de crainte lorsqu'elle réalisa que Jiming Yue avait raison à propos de Ye King. Mais ensuite elle sentit que ce qu'elle faisait n'était pas suffisant, et elle refusa de croire que King serait toujours capable de résister si c'était une question de vie ou de mort. Xiao Qiantian a continué son acté, tout en continuant à libérer son aura sombre. Elle a demandé à Ye King s'il ne savait sérieusement pas comment apprécier la bonne volonté qu'elle lui témoignait. Ye King était toujours affalé et il avait l'air ennuyé en serrant les dents. Il posa sa tête dans la paume de ses mains et pensa que Xiao Qiantian était vraiment oppressant. Libérant une aura du bout de ses doigts, Xiao Qiantian la coupa devant elle. Et elle se précipita rapidement vers le stupéfiant Ye King avec ça. Ye King est devenu pâle lorsqu'il a vu les doigts de Xiao Qiantian, qui étaient sur le point de le transpercer. Xiao Qiantian a arrêté son attaque juste avant que ses doigts n'atteignent la gorge de Ye King. Alors que Xiao Qiantian pointait ses doigts imprégnés d'aura sur sa gorge et lui disait que la droiture ne signifiait rien pour elle, Ye Ling a compris qu'elle voulait le tuer. Ye King frissonna alors qu'il essayait de cacher son excitation, il pensait que quand une porte se ferme, un autre s'ouvre, et avec une si belle opportunité qui se présente.
Il doit rendre son acte aussi réaliste que possible. Il est devenu une reine du drame réincarnée. Il a posé ses mains sur sa poitrine et a traité Xiao Qiantian de traître, disant qu'elle devrait le tuer si elle le devait et qu'elle n'avait pas besoin de bavarder. Xiao Qiantian a été surpris par sa réponse. Elle a essayé de le menacer à nouveau, en disant qu'elle lui donnait une dernière chance. Et alors qu'elle était sur le point de lui demander s'il appréciait vraiment son talent, Ye King lui coupa la parole, lui disant de se taire et de le tuer parce qu'un brillant général militaire n'évite pas la guerre. Par peur de la mort, et un martyr ne va pas à l'encontre de sa morale en mendiant pour sa vie. Xiao Qiantian serra les dents et la sueur coula sur son visage alors qu'elle pensait à ce qu'elle avait fait. Habituée à voir de nombreux lâches méprisables qui feraient tout pour sauver leur peau après des années à être responsable des espions, donc elle ne pouvait pas comprendre comme Ye King pouvait être ainsi inébranlable dans ses valeurs, qu'il était même prêt à offrir sa vie pour y rester fidèle. Levant toujours ses doigts jusqu'à la gorge de Ye King, Xiao Qiantian lui dit qu'il n'avait qu'une seule vie. Donc elle ne comprenait pas pourquoi il insistait pour demander la mort alors que l'autre. Les érudits trahissent leur patrie au nom de la richesse et de la gloire. Indifférente à la menace, Ye King a déclaré avec assurance à Xiao Qiantian que même si elle cherchait refuge en Qianru, elle ne pouvait pas changer le fait que le sang du grand Zhou coule à travers elle. Et puisque c'était le cas, il lui donnerait quelques conseils. Il lui a dit qu'être méprisable était le mandat d'une personne méprisable. Et être noble était une épitaphe de noble. Il ferma les yeux et écarta les bras, montrant qu'il était prêt à accepter son sort. Et a dit que même si le grand Zhou peut sembler désespéré à ses yeux, il n'est pas d'accord. Il lui a dit de le faire car il croit fermement que ce qui ne le tue pas le rend plus fort. Les yeux de Xiao Qiantian se sont agrandis et elle était impressionnée. Elle eut ensuite l'air embarrassé en fronçant les sourcils et en disant que tout le monde savait qu'il était entré dans sa chambre. Elle baissa les bras, se détourna, et a dit à Ye King qu'elle ne le tuerait pas là-bas, ce qui l'a surpris. Xiao Qiantian avait l'air découragé alors qu'elle libérait quelques auras avec sa main et disait lui qu'elle avait empoisonné son vin, donc sans l'antidote, il était condamné à mourir dans 3 jours. Alors que Xiao Qiantian lui disait qu'il était libre de venir la retrouver à tout moment s'il changeait d'avis. Ye King s'est protégé avec ses bras comme les auras que Xiao Qiantian l'a relâché, l'a frappé et l'a repoussé. Ye King a été expulsé de la pièce. Et il était déçu qu'elle l'ait mis dehors comme ça. Ye King regarda autour de lui avec scepticisme et se demanda si Xiao Qiantian ne l'était pas. Peur qu'il la dénonce pour avoir révélé qu'elle était une espionne. Mais ce n'était aucune de ses préoccupations. Alors il haussa les épaules et descendit nonchalamment les escaliers en secouant la tête, pensant que Xiao Qiantian devrait se considérer chanceuse que la personne qu'elle a rencontrée soit lui. Alors que Xiao Qiantian arrivait en bas, les hommes affluèrent vers lui, et tandis que ils lui ont demandé s'il avait fini si vite et se demandaient pourquoi il rayonnait de bonheur. Il leur a simplement souri et a pensé qu'il ne pouvait pas être. Il s'ennuyait de leurs conneries parce qu'il serait mort dans 3 jours de toute façon. Pendant ce temps, Xiao Qiantian s'assit, tremblante et serrant les dents, alors qu'elle ouvrait le parchemin contenant le poème que Ye King avait écrit plus tôt. Alors que Ye King marchait dans les rues, c'était déjà le matin. Il était dans une telle bonne humeur qu'il saluait les gens qu'il croisait. Xiao Qiantian pensait qu'ils l'étaient tous. Des gens partageant les mêmes idées, mais il était destiné à être sous les projecteurs et à guider les masses vers l'avant. Alors qu'elle s'était déjà habituée aux ombres, Ye King a continué à marcher dans la rue, saluant les personnes qu'il a rencontrées, les laissant confus en retour. D'un autre côté, Xiao Qiantian tenait le parchemin contenant le poème de Ye King près de sa poitrine et a exprimé que, puisque c'était le cas, il devrait la laisser le protéger de tout le mal qui se cache dans les ténèbres. Après les événements, au palais impérial du Grand Zhou, Xiao Qiantian a rapporté à Jimingyue, elle lisait le poème que Ye King avait écrit l'autre jour. Et Jimingyue l'a loué, disant qu'il contenait des mots de trésor et de sagesse, plein de sens, ce qu'on pouvait attendre d'un poème Kingdom Shaking. Xiao Qiantian sourit brillamment en disant à Jimingyue qu'elle avait séduit Ye King avec sa beauté et l'invita à rejoindre Qianru, mais il la réprimanda sévèrement. Xiao Qiantian a fait un geste de la main et a continué à dire qu'elle menaçait de tuer Ye King s'il. Il a continué à être têtu, mais il n'a pas hésité du tout. Il a même dit qu'une brillante armée. Le général n'évite pas la guerre par peur de la mort et un martyr ne va pas à l'encontre de sa morale. Mendier pour leur vie. Jimingyue s'est exclamé qu'elle avait raison à propos de Ye King après tout. Cependant, Jimingyue a été surprise lorsque Xiao Qiantian s'est incliné devant elle et lui a expliqué. Après avoir appris à connaître Ye King à un niveau plus profond, elle pensait qu'il ne devrait pas le laisser parler de leur plan. Jimingyue lui a demandé pourquoi elle pensait cela. Xiao Qiantian a expliqué que Ye King était trop volontaire et ne pouvait pas supporter l'injustice. S'il savait ce qu'il faisait, elle craignait qu'il ne puisse pas se contrôler et s'exposerait en les défendant. A fait dire à Jimingyue que cela ne fonctionnerait pas parce qu'il n'en avait pas suffisamment accumulé. Xiao Qiantian a continué, non seulement cela,
mais le grand Zhou avait désespérément besoin. Quelqu'un qui se tiendrait sous les projecteurs et qui pourrait susciter les combats du peuple. Esprit et inspirer les fonctionnaires du tribunal en ce moment. Xiao Qianqian s'est arrêtée. Lorsqu'elle a conclu que si tel était le cas, la vie de Ye Qing pourrait être en danger. Ji Mingyue s'est levée et a claqué ses mains sur la table, disant qu'elle tuerait quiconque oserait mettre la main sur Ye Qing. D'un autre côté, à la résidence de Ye Qing buvait et dansait joyeusement, chantant comment il allait mourir et comment il venait chercher le céleste. Règle, cela a amené son serviteur à se demander s'il avait perdu la tête à cause de trop boire. 3 jours s'étaient écoulés et Ye Qing, qui avait l'air secoué et découragé, se tenait devant la maison Spring Breeze. Ses yeux semblaient sans vie et il semblait triste alors qu'il se demandait pourquoi il n'y avait pas une seule trace du poison faisant effet. Il a fait irruption dans une pièce et, à plein poumon, a crié, exigeant une explication. Xiao Qianqian était assis, jouant avec son goût de gêne, et elle lui a rappelé de ses paroles où il a dit que même si elle cherchait refuge à Kevan-Ru, elle ne pouvait pas changer le fait que le sang du grand Zhou coulait en elle. Elle a dit que lorsqu'elle l'avait entendu prononcer ces mots à l'époque, elle avait réalisé. Elle posa paresseusement son menton sur sa paume alors qu'elle se penchait sur la table et disait. Puis qu'elle s'est volontairement rendue et a aidé les autorités à éradiquer Kivan, la cachette de rue. Cela a poussé Ji Mingyue à décider d'abandonner le problème et de lui pardonner pour elle. Prime parce qu'elle s'est repentie et a rattrapé ses erreurs à temps. Ye Qing s'est tenue là et a interrogé Xiao Qianqian sur le poison. Elle sourit brillamment en haussant les épaules et dit à Ye Qing qu'il y avait jamais de poison pour commencer parce que c'était juste une blague qu'elle lui faisait. Ye Qing lui a attrapé la tête et il avait l'air extrêmement dévasté. Dans sa tête, il traitait Xiao Qianqian de Minix et lui demandait d'arrêter d'être aussi cruel.